Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. Faut-il avoir peur du gaz de schiste? C'est la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui en Algérie et dans le monde. L'Algérie a des réserves évaluées à 12 milliards de barils de pétrole, ce qui lui assure un délai de 20 ans au rythme de production actuel. Mais le débat fait rage. Doit-on exploiter ou non cette énergie? Au moment où les autorités semblent déjà avoir pris leurs décisions, des militants et des associations se battent également pour que cette option soit abandonnée au profit de l'énergie solaire, par exemple. Pour débattre de cette question, nous recevons ce soir sur le plateau de Controverse Abdelmajid Attar. Vous êtes ancien président directeur général de Sonatrach, ancien ministre des Ressources en eau. Khaled Boukhlifa, vous êtes expert en énergie, ancien directeur général au ministère de l'Énergie et des Mines. Avec nous également ce soir le docteur Sabrina Rahmani. Vous êtes médecin, membre de la société civile. Et le professeur Shamseddine Chetoul, vous êtes chercheur et spécialiste en énergie, professeur émérite à l'École nationale polytechnique d'Alger. Le débat sur le gaz de schiste divise le monde. Depuis quelques années, industriels et associations environnementales s'affrontent pour tenter d'infléchir une politique pour ou contre le gaz de schiste. Coulisses d'une guerre sans merci dans ce reportage signé Saoussen Sebiane. Eldorado économique pour les uns, fléau écologique pour les autres, le schiste est le gaz le plus répandu sur la planète. Les réserves mondiales exploitables représenteraient plus de 206 milliards de mètres cubes. Mais à la différence des roches conventionnelles, la roche est à la fois source et réservoir. Il est donc impossible de pomper comme dans les poches de gaz naturel. De ce fait, l'opinion publique reste très controversée. Pour les pro-gaz de schiste, leur exploitation ouvre des perspectives économiques en termes d'emploi, d'impact sur les prix de l'énergie, de dépendance énergétique. A contrario, le principal argument invoqué par les anti-gaz de schiste est l'impact potentiel sur l'environnement de son mode d'extraction. La fracturation hydraulique est devenue l'objet de toutes les peurs. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Non au gaz de schiste. Non au gaz de schiste. Forer ou ne pas forer, telle est la question. Aux États-Unis, le choix est fait depuis longtemps. Et on veut croire que c'est un choix gagnant. Nous avons eu des discussions intensives à propos du gaz de schiste et du nucléaire. Je pense qu'il est très important de diversifier nos sources d'énergie. Les États-Unis ne veulent pas être dépendants d'autres pays. En France, c'est la pression populaire qui a conduit à un moratoire promulgué sous Nicolas Sarkozy. Et dans ce domaine, Hollande se montre dans la droite lignée de son prédécesseur. Tant que je suis président, il n'y aura pas d'exploration du gaz de schiste en France. En Algérie, la position est claire envers cette ressource supplémentaire à l'or noir. Le pays y voit le moyen de diversifier sa production énergétique, et ce, à des coûts intéressants. Même le gaz de schiste, il reste le moins cher par rapport aux renouvelables. Et même si on épluche un peu plus en détail donc, le terme d'environnement, on se retrouvera avec le gaz, c'est l'une des énergies les plus propres pour le moment. L'exploitation des gaz de schiste est un enjeu stratégique dans lequel le principe de précaution ne pèse pas lourd pour le vice-président de Sonatrach. Il y a un niveau de service qu'il va falloir développer en termes de disponibilité. Il y a des ressources qu'il va falloir mobiliser, bien entendu. En ce qui concerne la mobilisation des ressources hydriques est une question qui est primordiale. Toutes les conditions de sécurité, je les pose sur le plan de la sécurité industrielle qu'il va falloir développer pour donner l'assurance aux citoyens que l'exploitation de ces ressources reste sans risque par rapport à l'environnement. Quels bénéfices, quels risques, quel impact économique, environnemental? La plupart des rapports mondiaux sont financés par des lobbies gaziers ou écologistes et manquent cruellement d'objectivité. Difficile donc de s'y retrouver aujourd'hui. Les gaz de schiste continuent de diviser le monde.
Comme vous venez de le voir, la polémique est très importante concernant l'exploitation du gaz de schiste. On vient d'écouter un expert, M. Kassed, qui parle du gaz de schiste comme une énergie propre. Abdelmajid Attar, est-ce que le gaz de schiste est vraiment une énergie propre aujourd'hui, comme le dit M. Kassed? Non, je ne pense pas que M. Kassed parlait du... Oui, peut-être qu'il l'a dit comme ça dans la foulée, mais je suis certain qu'il parlait du gaz de façon générale, du gaz naturel qui soit un gaz de schiste. Parce que le gaz de schiste, c'est quoi? C'est un gaz... C'est du méthane avec d'autres... C'est un gaz naturel exactement identique à tous les autres gaz. Il faut préciser, M. Attal, que vous êtes pour l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Oh oui, je suis absolument pour. Je suis absolument pour. Pour quelle raison? Sachant parfaitement de toute façon que ce gaz ne viendra pas, ne surviendra pas sur le marché algérien, et encore moins, probablement jamais, pour l'exportation, avant 2030 ou beaucoup plus tard. Mais encore une fois, je rappelle, c'est un gaz naturel exactement identique à n'importe quel autre gaz naturel. Polluant? Il n'est pas polluant. C'est la méthode d'exploitation, c'est son exploitation, c'est tous les moyens qu'il faut mettre en œuvre. C'est le coût, par exemple, qui est énorme par rapport au gaz naturel conventionnel, celui de Hasarmal ou de n'importe. Maintenant, le plus gros problème du gaz de schiste, pourquoi il y a eu une levée de bouclier? Quelles sont les premières levées de bouclier? C'est les fermiers, c'est les zones où il y a une activité rurale, urbaine, importante. C'est là où il y a très peu d'eau, ou une eau très sensible, par exemple. Mais nous, c'est pas demain le gaz naturel, enfin le gaz de schiste, c'est pas dans la Mitidja qu'on va le chercher, c'est pas dans le Chélif. Docteur Sabena Rahmani, Monsieur Attal dit que c'est une énergie dont l'Algérie pourrait bénéficier, mais c'est le problème de l'exploitation, de la manière de l'exploiter qui pose problème aujourd'hui. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Attal. Pour lui dire que ce n'est pas parce que l'exploitation du gaz de schiste en Algérie va se faire dans le sud algérien, c'est-à-dire loin des yeux, qu'elle doit se faire loin des consciences. Ça, ça va être quand même, c'est important à dire. L'exploitation de gaz de schiste avec la méthode de fracturation hydraulique actuelle, on ne peut pas accepter ce type d'exploitation sur le sol algérien. C'est très clair, il y a une facture environnementale qui va être lourde, il y a une nappe albienne qui va être sacrifiée. La nappe albienne, c'est peut-être l'avenir de l'Algérie de demain. Après l'énergie fossile, il y a un écosystème à préserver, le sud algérien, qui nous a permis d'exister, d'être une nation forte, d'avoir ces hydrocarbures qui nous permettent tous d'être à l'aise d'une façon ou d'une autre. C'est quand même un sol qui a été martyrisé, aussi bien par ce qu'on en a sorti, mais aussi par les essais nucléaires qu'il y a eu dans le sud algérien il y a quelques années. Donc il faut revenir un petit peu, toute proportion gardée, et dire quand même que nous sommes en train de mettre peut-être en péril l'avenir des générations futures. Professeur Chitour, est-ce que vous pensez que l'exploitation du gaz de schiste va mettre en péril les générations futures, comme dit Dr Sabena Rahmani? Écoutez, je crois que le problème est mal posé. Je pense que c'est une fuite en avant. Il faut dire les termes tels qu'ils sont. Nous sommes un pays qui gaspille d'une façon frénétique. Et on pense, à tort ou à raison, qu'il faut obnubiler le peuple en lui disant « écoute, continue, dors, le gaz de schiste veille sur toi ». Non, il faut se mettre au travail. Pour pouvoir se mettre au travail, il faut d'abord savoir où on va. Donc je parlerai du gaz de schiste quand il s'agit d'un bouquet énergétique. C'est-à-dire que je mets en place une stratégie énergétique. Le gaz de schiste est une fleur parmi tant d'autres. Tout à l'heure, M. Attar disait oui, mais pas pour tout de suite. Moi, je dis pas pour tout de suite. Personne ne peut être contre le gaz de schiste. Il faut que les conditions soient réunies. Lesquelles? Le problème le plus important, elle en a parlé, c'est le problème de l'eau, qui est très important, indépendamment du fait qu'il y a d'autres problèmes. Quand vous dites 1 milliard de mètres cubes d'eau, c'est 1 million de mètres cubes d'eau. 1 milliard de mètres cubes de gaz, c'est 1 million de mètres cubes d'eau. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même puits doit être fracturé, il lui faut 15 000 mètres cubes en moyenne. Bon, et c'est de l'eau douce. Actuellement, quand on sort cette eau-là, elle est polluée. Il y a près de 200-300 hydrocarbures cancérigènes. Dernièrement, aux États-Unis, on a trouvé une source de radon qui est radioactive.
Ça veut dire que vous polluez à la fois du poison chimique et d'une façon radioactive. Donc, ça veut dire, excusez-moi, allez-y. Vous avez le tubing. Vous ne pouvez pas discipliner les molécules de gaz naturel à pouvoir passer uniquement dans ce tubing. Par la force des choses, il y aura forcément des pertes. On les évalue à 3, 4, 5% près, notamment du gaz naturel qui part ailleurs. Mais si ça veut dire que si vous ouvrez un robinet, vous pouvez trouver du gaz naturel. Mais si on comprend bien ce que vous dites, professeur Chitour, donc il y a un vrai danger pour la santé aujourd'hui dans l'exploitation du gaz de schiste? Non seulement il y a un danger, mais il n'y a pas nécessité de l'exploiter maintenant. Qu'il faille une veille technologique pour savoir comment évoluent les technologies. Si on arrive à voir ce qu'on appelle, même les anglo-saxons ont trouvé un terme, ils disent qu'il ne faut pas fracturer, il faut caresser la roche. Mais ça, c'est un terme uniquement. Si on arrive à trouver, par exemple, on parle du propane, mais ce n'est pas encore sûr. Si on arrive à fracturer autrement, que toutes les conditions sont réunies, c'est une ressource pour les générations futures. En tout état de cause, ce n'est pas pour maintenant. Maintenant, les gens doivent se mettre au travail et économiser d'énergie. Parce que le plus grand gisement d'énergie dans ce pays, c'est l'énergie que l'on ne consomme pas. Consommer moins, en consommant mieux. Il faut donc faire des économies d'énergie. Et actuellement, nous n'en prenons pas le chemin. Prad Bourkhlifa, le gaz de schiste, danger ou pas? Monsieur Attar dit non, Monsieur Chitour dit oui. Chouf, moi, je vais aborder le gaz de schiste sous un autre angle. Je rejoins un peu Monsieur Chitour dans son analyse. Oui. Non, dans son analyse. Il y a un modèle de consommation énergétique. C'est-à-dire, vous avez un mix énergétique, vous allez utiliser toutes les énergies que vous pouvez. D'accord? Moi, je dis que le gaz de schiste occupera un jour ou un autre une part dans le mix énergétique. C'est-à-dire, vous avez, en premier lieu, les économies d'énergie. Et ça, on ne sait pas comment faire, parce qu'on a beau sensibiliser depuis 2 décennies, on ne voit pas de résultat. Comment faire? Non, la vérité des prix, le gouvernement ne peut pas toucher. D'accord? Vous avez donc le gaz conventionnel. Et il ne faut pas oublier aussi, il y a quelque chose dont on ne parle pas dans le débat, c'est les infrastructures d'exportation qu'on a mis en place. Nous avons 85 milliards de mètres cubes de gaz. Le conventionnel, actuellement, nous avons 4500 milliards de mètres cubes en conventionnel. Arrivera un temps où vous devez assurer votre développement. Donc, vous devez continuer à exporter. Vous ne pouvez pas faire un GNL. Donc, il faut exploiter le gaz de schiste. Non, ce que je veux dire, non. Mais quand est-ce le temps que vous exploitez le gaz de schiste? Bien sûr, vous avez une loi qui est en cours. Vous explorez. Vous explorez et vous devez savoir qu'est-ce que vous avez au niveau de vos sous-sols. Maintenant, on nous situe comme troisième réserve dans le monde avec 19 milliards de mètres cubes. On ne sait pas parce que ça varie d'un jour à un autre. Monsieur Attar dit 12 milliards. Non, ça c'est ça c'est 2013. 12 milliards de barils de pétrole. Ça, c'est les hydrocarbures liquides non conventionnels. Mais le gaz naturel, il y a entre 19 et 20 000. On ne parle pas de la même chose. 20 000 milliards de mètres cubes en place. S'il vous plaît, monsieur Bourkhlifa, continuez, allez-y. Vous avez le shale oil. Et vous êtes en train de parler de 12 milliards, c'est-à-dire du liquide que vous tirez. C'est autre chose, d'accord? C'est autre chose. Et vous avez le shale gaz, ce que font les Américains, qui leur a permis de créer des emplois, d'être autosuffisants, de transformer toute leur industrie au gaz et d'exporter. Non, on ne sait pas. Allez-y. D'accord. C'est pour le moment. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a une loi qui a été adoptée. Tout le monde est d'accord pour explorer, pour dire qu'est-ce qu'on a dans le sous-sol. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un Algérien qui puisse exploiter le gaz de schiste maintenant, avec tous les problèmes qui se posent. Lesquels? Parce que l'environnement, le ministère de l'Énergie, il dit, il y a l'ARH, l'autorité de régulation, qui va veiller. Vous savez, les petits problèmes d'environnement dans les carrières, on n'arrive pas à les régler. Comment voulez-vous encadrer des problèmes de telle sorte? Donc, le problème de l'environnement. 2, vous avez la technologie actuellement. Les Américains, grâce au gaz, grâce au fait que le gaz soit humide, ils arrivent à vendre à $4. Ici, on évalue le million de BTU à $15. Comment voulez-vous le commercer? Donc, il y a le coût, la technologie. Et la santé, monsieur Bourkhlifa? Bien sûr.
Quand vous avez la pollution, vous avez la santé. Il y a des gens qui ont trouvé du méthane dans leur robinet aux États-Unis. Il y a aussi des fuites de gaz. Ça, c'est évident, mais ce n'est pas le cas. Prouver que ça a été monté avec une bouteille de gaz à côté. Ah bon? Bien sûr, et alors. On va revenir à vous. Écoutez, vous permettez, chacun a donné son avis. S'il vous plaît, on va revenir à vous, M. Attal. Vous avez parlé donc de l'exploitation du gaz de schiste. Apparemment, vous êtes pour cette technologie. M. Chitour, Dr Rahmani, Dr Rahmani dit que c'est un danger pour la santé. Le Dr Chitour dit que ce n'est pas le moment pour exploiter le gaz de schiste. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui un vrai danger pour la santé? Doit-on compromettre cette exploitation? Non, moi je dis qu'il n'y a absolument aucun danger. Alors pourquoi? Parce que s'il y avait danger pour le gaz de schiste ou quelque chose, à ce moment-là, il y aurait danger pour tous les autres types d'hydrocarbures que nous exploitons pratiquement depuis plus de 50 ans. Mais c'est la manière de l'extraire. Attendez, oui. On fait de la fracturation aujourd'hui. Oui. Sonatrach fait de la fracturation dans beaucoup de gisements. Bien sûr que c'est dans des puits verticaux. Je suis d'accord. Mais tu sais très bien, Chemseddine, que les fractures qu'on provoque, tu es professeur et tu connais, c'est des fractures qui font quelques mètres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que quand on fracture dans un pays horizontal, un truc, la fracture, elle va jusqu'en surface, jusqu'à l'albien. Je regrette, il y a 1000 à 1500 mètres de distance entre l'albien et la couche de schiste. Il n'y a absolument aucune énergie actuellement dans le monde, y compris l'énergie atomique, pour provoquer des fractures. On parle de fuite de gaz pendant l'extraction, M. Attal. Non, pendant la production, comme l'a dit le professeur Chitour, le gaz vient à travers le tubage. Il peut y avoir des fuites, mais ça, c'est ce qui se passe dans tous les autres puits de Hasarmal, de Hassim Saoud, de Tinfouye, ou de Tabankort, ou de n'importe quel... Mais on n'a pas besoin d'autant d'eau pour ça. On n'a pas besoin d'autant de quantité d'eau pour ça. Oui, il faut 15 000 mètres cubes d'eau pour faire une fracturation, pour fracturer un puits. C'est vrai, c'est beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas de l'eau douce, encore une fois. Je suis désolé, on prend de l'eau de la plus mauvaise qualité. On prend de l'eau, on prévoit d'en prendre de l'albien. Mais si on pouvait en prendre d'une autre nappe un peu plus haut, pourquoi pas? Mais simplement, c'est pour ça que j'ai dit, moi, ça ne va pas venir aujourd'hui. Et dans 15 ans, les technologies vont se développer. Mais M. Attal, dans 15 ans, mais les mêmes problèmes resteront posés aussi dans 15 ans. Non, il faut faire confiance au progrès. Hein. Non. Il faut espérer que la technologie... oui, il faut espérer, donc vous comptez sur le progrès. C'est ce que je dis. Moi, je dis, la plupart des levées de boucliers dans le monde ont eu lieu dans des zones agricoles. Ce sont les fermiers qui ont été touchés en surface et en profondeur à cause de l'eau. Dr Rahmani, quel est le pays où il y a... Allez-y, continuez, terminez. Allez-y, terminez. Bien sûr. D'accord. La levée de bouclier, c'est les problèmes de surface. C'est pour ça que moi je dis tout le temps, s'il fallait chercher ce gaz de schiste sur la Mitidja, je dirais non. Mais aujourd'hui, la plupart des zones riches en gaz de schiste sont situées dans la partie sud du Sahara. Merci, M. Attal. Même les régions de Ghardeya, de Ouedsouf, Ouergla, Biskra, etc., ne sont pas concernés parce qu'il n'y a pas de potentiel. Merci, M. Attal. Dr Rahmani, vous voulez réagir? Je voulais vous répondre. Concernant la contamination de l'eau par le méthane, il y a eu des études qui ont prouvé qu'il y avait effectivement contamination de l'eau par le méthane, que ce méthane provenait des zones de fracturation, et ce sont des mesures isotopiques. En Algérie. Oui, mais c'est pas... Attendez, il ne faut pas que la catastrophe arrive chez nous pour qu'on se dise « Ah, les expériences aussi... Alors, et je termine sur le... Donc, l'eau a bien été contaminée par du méthane provenant des structures profondes, et cela... par la migration du méthane, par des micro-fissures qui se sont produites au fur et à mesure. Je voulais répondre aussi pour la levée du bouclier aux États-Unis. Ce n'est pas vrai qu'au départ, ce sont les fermiers qui se sont insurgés. Parce que les fermiers étaient impliqués dans le processus. Ils gagnaient de l'argent. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y avait pas de levée de bouclier. Ils ne sont pas contre. Il n'y a pas eu de niveau de bouclier. Quand est-ce qu'il y a eu un niveau de bouclier? C'est quand il y a eu des signes de santé assez graves et quand on a commencé à voir... À titre d'exemple, est-ce que vous avez des exemples sur la santé? Bien sûr, il y a eu dans des populations entières, il y a eu des signes, il y a eu des céphalées, il y a eu des nausées, des diarrhées, il y a eu des asthénies, il y a eu
des stress, des dépressions. Il y a eu du bétail mort. On revient toujours à ce fameux bétail mort. Les oiseaux. Parce qu'aux États-Unis, on rejetait l'eau dans n'importe quelle rivière. La mort des oiseaux, elle est probablement due au disulfure d'hydrogène qui proviendrait d'une bactérie fossile qui normalement ne se retrouve pas en surface et au contact de l'oxygène, elle produit donc ce gaz-là qui est toxique, qui est asphyxiant et qui donne même une anesthésie du nerf olfactif. Donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Monsieur Chitour, on parle aussi de... Allez-y, Monsieur Chitour. Désolé, mais ça ne concerne pas d'Algérie. Mais ça peut être un exemple à suivre. Le contexte est complètement différent. Est-ce qu'on peut aussi profiter de l'expérience américaine? Pourquoi est-ce que vous parlez d'un contexte différent, Monsieur Attar? C'est le contexte de surface. La surface est complètement chez nous. D'abord, je pose la question suivante. À partir de 2030, on aura besoin, le marché intérieur, on aura besoin de 60 milliards de mètres cubes. On dit qu'on va découvrir. Mais si on ne découvre pas, mais on aura tout le temps besoin de gaz. Dans 100 ans, dans 200 ans, on aura besoin de gaz et de pétrole pour faire beaucoup de choses, y compris tout ce qui nous entoure ici. Bien, donc d'ici là, de deux choses l'une de toute façon, où on fait appel à ces hydrocarbures non conventionnels, avec des techniques bien sûr. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller contre l'environnement, contre la nature, pas du tout. Mais je fais confiance au progrès. Je fais confiance aussi aux Algériens. Je fais confiance à Monsieur la loi. Chitour. Vous m'avez donné la parole, vous l'avez reprise. Alors je vais avoir double ration. Allez-y. D'accord. Vous aurez la parole. Parce que mon idée n'est pas passée. Elle passera, ne vous inquiétez pas. Allez-y, Monsieur Chitour. Ok, moi ce que je voulais dire simplement, ce que dit Majid, c'est bon. Dans l'absolu, il faut attendre le futur, la technologie évoluera. Et le progrès, comme vous avez dit. Oui, ça c'est bon, le problème n'est pas là. Mais je dis que c'est un faux problème. Le vrai problème de ce pays, c'est qu'il faut que ce pays sorte de l'ébriété énergétique dans laquelle nous sommes. Il faut aller vers la sobriété énergétique et tourner le dos à la rente pétrolière. Attends, laisse-moi terminer, ne me coupe pas. Ok. Et le problème est le suivant. La technologie, elle est ce qu'elle est, on peut lui faire confiance. L'Algérie va avoir 60 milliards de mètres cubes, c'est vrai. Mais pourquoi consommer d'une façon débridée? Le gros problème, c'est qu'on ne dit pas aux Algériens, écoutez, nous ne pouvons pas continuer comme cela. Il ne faut pas aller dans la fuite en avant. Écoutez, continuez à brûler comme vous voulez. Continuez à 2 dinars le kilowattheure. Continuez à 5 dinars le mètre cube. Continuez à 20 dinars, à 9 dinars le cirage et surtout à 13 dinars le gasoil. Savez-vous que actuellement, nous consommons près de 13 millions de tonnes de carburant, dont 9 millions en gasoil. C'est-à-dire qu'on achète la majorité du gasoil de l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on a donné des habitudes de consommation aux Algériens qui ne sont pas le fruit de l'effort. On lui donne la sensation qu'il appartient à un pays développé. Ce n'est pas vrai. Avoir un portable, avoir des Nike, avoir un 4x4, c'est pas ça le développement. Donc il faut remettre ce peuple au travail. Et je suis de ceux qui disent il faut une stratégie énergétique. Est-ce qu'on peut sortir de cette dépendance par l'énergie solaire, professeur Chitour, par exemple? Justement, si on met en place une stratégie énergétique, et je dis bien, si on doit parler d'énergie, il ne faut pas s'adresser au ministère de l'Énergie. Il ne peut pas être jugé parti. C'est le cas en l'occurrence. L'énergie, c'est le problème de la société tout entière. Tous les départements ministériels, à des degrés divers, ont leur mot à dire. Celui qui a des mots à dire dans l'immédiat, c'est le ministère du Commerce qui ne fait pas son travail. Nous achetons des centaines de milliers de climatiseurs de classe G. Qu'est-ce que ça veut dire classe G? Ce sont des climatiseurs qui consomment 2 fois plus. Ne peut-on pas mettre en place des normes? Ne peut-on pas mettre en place la double carburation? Ça nous permettrait d'utiliser du cirage. Bref, il faut une stratégie, un cap, des états généraux. La société civile doit être partie prenante. Et à partir de ce moment-là, le gaz de schiste aura toute sa place, le moment venu, pour les générations futures, donc, pas pour l'immédiat. Donc pas tout de suite. Khaled Boukhlifa, on aimerait d'abord connaître votre position. On sait que M. Attar est pour l'exploitation du gaz de schiste, Dr Rahmani, professeur Chitour, plutôt contre, et vous? Mais je l'ai donné ma position. Pour ou contre le gaz de schiste? Moi je ne dis pas pour ou contre. Je dis, et je joins M. Chitour, à l'heure actuelle, c'est un faux débat. Nous avons débattu du gaz de schiste durant 2 années maintenant. D'accord ? Oui. Les autorités ont tranché, ils ont fait une loi.
d'accord? En parallèle, l'exploration pour le gaz conventionnel continue. Le ministre de l'Énergie a annoncé dernièrement une grande découverte, d'accord? Donc, il faut garder un œil sur ce gaz de schiste pour que les gens tiennent ce qu'ils parole. Ils ont dit que nous n'exploiterons le gaz de schiste que s'il n'y a pas de problème de pollution. Nous allons encadrer, nous allons faire, et rien ne dit que d'ici 10, 15 ans, 20, 30 ans, on aura des procédés, un procédé technologique, parce que maintenant, même si vous dites au ministère de l'Énergie, allez-y faire le gaz de schiste, ils ne peuvent pas. $15 le million de BTU, tu vas le vendre à perte. Allez-y. D'accord. Donc moi je dis que ce gaz de schiste, je ne peux pas vous dire, pas maintenant. Maintenant, moi, je ne me parle même pas. C'est dans 10, 15 ans, 20 ans. Et je ne sais pas... Mais la loi a été votée maintenant. Non, la loi, ils ont entamé l'exploration. Oui, c'est-à-dire, ils nous ont dit, nous allons évaluer qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. Pourquoi? Parce que les Américains, le département d'État, ils viennent de nous dire 19 milliards de mètres cubes. Il y a une année, on nous avait dit 7 000 milliards. D'accord? Chaque année. Donc il faut voir, premièrement, qu'est-ce qu'on a en réalité. En Pologne, ils leur ont dit 12 milliards de mètres cubes. Quand ils ont fait 12 000, quand ils ont fait l'évaluation, 12 000 milliards, ils se sont retrouvés. D'accord. J'évalue et je sais, j'ai un œil. Voilà. J'ai une réserve ici, pas pour moi, pour les générations futures. Moi, j'ai même pas posé la question la dernière fois au ministère de l'Énergie, en leur disant, vous êtes en train de dire, on a fait une grande découverte de gaz dans le conventionnel, quelle est votre position par rapport au gaz de schiste? Est-ce qu'il y a un shift? Parce qu'entre... J'ai 4 500 milliards de réserves de gaz. Il n'en reste pas beaucoup. Non, mais je veux pas... Attends, non, c'est un vrai débat. Je préfère. On parle de 2500 milliards. Dans les meilleurs des cas, dans les meilleurs des cas, on va se retrouver, c'est les réserves de gaz conventionnelles. Lorsqu'on met 100, d'ici 2030, 2040, on n'aura pas pourquoi remplir. Vous devez exporter pour assurer le développement de votre pays. Donc, si on se maintient à 4 500 milliards, vous faites un petit calcul, règle de 3, vous allez vous retrouver en 2030-2040 sans rien. Les investissements, vous allez fermer les GNL que vous avez fait. Donc, il vous faut du gaz. Et pour avoir du gaz, si vous ne découvrez pas de conventionnel, vous aurez ce gisement qui attend, où, Inch'Allah, Sonatrach vont nous faire, puisque j'ai des sociétés étrangères, ils vont nous faire une grande surprise en trouvant un nouveau mode technologique pour je vais vous poser une autre question. Parce que la loi a été adoptée. Oui. Pourquoi est-ce que la société civile n'a pas été consultée pour l'élaboration de cette loi pour l'exploitation du gaz de schiste? D'avoir crié. Chauffe, moi je répondrai de deux manières. Une, je vous dirais de voir avec le secteur de l'énergie, c'est lui qui doit assurer la consultation, etc. Deux, je vous dis, la fameuse loi sur les hydrocarbures tant controversée de 2000, tout le monde a été consulté, mais malheureusement, on n'a pas pris en compte. Le problème n'est pas de consulter. À la fin, oui. Le problème, il faut prendre en compte ce que disent les gens. Docteur Rahmani, vous faites partie de la société civile. Vous avez un peu trop parlé par rapport aux autres, mais je vais vous redonner la parole. Docteur Rahmani, vous êtes membre de la société civile. Est-ce que vous estimez, vous considérez ne pas avoir été écouté pour la mise en place de cette loi, puisqu'elle a été adoptée par le Parlement? Je pense que quand même les anti-gaz de schiste, même s'ils n'ont pas été très nombreux, ils se sont fait entendre. Et ça prouve bien que... Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Ça n'a pas servi à grand-chose, mais rien n'est immuable. On peut porter la réflexion vers un moratoire, une réflexion. Et je pense que la réflexion devrait être effectivement de consulter toute la société algérienne, les pouvoirs publics, la société civile, tous les acteurs de la société algérienne, pour aller vers un débat national sur l'avenir énergétique de l'Algérie et l'avenir économique de l'Algérie. Je pense que s'il y a une voie qu'on devrait ouvrir, c'est celle-là. Ensuite, gaz de schiste, moi je suis totalement d'accord de dire non au gaz de schiste tant qu'il y a de la fracturation hydraulique, donc utilisation de l'eau, utilisation de produits chimiques extrêmement toxiques, cancérigènes, etc.
et de dire surtout qu'il faut absolument aller vers un débat national sur l'énergie en Algérie. Où sont les énergies renouvelables? On n'entend pas parler des énergies renouvelables tant on entend On ne parle pas du solaire, on ne parle pas non, beaucoup mais je du veux solaire. dire, Pas ça ne fait pas... Il y a un programme pour produire quand même 22 000 mégawatts d'ici 2000. Mais nous sommes en retard. Nous sommes très en retard. Ça, il faut voir au ministère. Le débat, juste après ce jingle, on passe à la deuxième partie de Controverse. Le gaz de schiste, miracle énergétique ou catastrophe écologique, la question mérite d'être posée aujourd'hui. Je vous propose d'écouter la députée européenne Melika Benarabatou, qui était notre invitée dans le JT Soir de Zahir il y a moins d'un mois. On lui a posé une question sur sa rencontre avec le Premier ministre Abdelmalek Sellel à propos de l'exploitation du gaz de schiste. J'ai posé la question au Premier ministre. Et quelle a été sa réponse? Alors, sa réponse, c'est que oui, la position a été prise, mais ce n'est pas pour tout de suite. Peut-être dans 10 ans ou plus. Moi, je suis vraiment quand même inquiète. Pourquoi? Ce serait quand même assez incroyable. Alors que l'Algérie est en train de construire des usines de dessalement d'eau, parce qu'il y a un problème de stress hydrique en Algérie. De l'autre côté, on va mettre en place une procédure pour avoir de l'énergie, alors qu'on a quand même, l'Algérie a la chance d'avoir déjà du gaz et du pétrole conventionnel. Et le gaz de schiste, c'est le problème de l'eau. Puisque, comme vous le savez peut-être, la technique aujourd'hui utilisée pour récupérer le gaz de schiste, c'est la fracture hydraulique. Ça veut dire injecter à très forte pression des masses d'eau très importantes avec des solvants et des produits chimiques. Pour moi, c'est une erreur gravissime. L'eau du Sahel n'appartient pas qu'aux Algériens. Il y a quand même, et comme on le dit parfois, on a l'impression que le Sahara est désert. Non, il y a des peuples nomades, il y a des peuples qui vivent sur cette terre et ils ont besoin d'eau. C'est essentiel pour leur survie. Melika Benarabatou, qui est députée du parti Europe Écologie Les Verts, donc il n'y a aucun doute qu'elle soit contre l'exploitation du gaz de schiste. L'eurodéputé a dit que l'eau du Sahel n'appartenait pas qu'aux Algériens, Abdelmajid Attar. Bien sûr. Oui, parce qu'elle parle de la nappe albienne qui couvre pratiquement l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Bien, il y a entre 40, certains disent 40 000, d'autres disent 50 000 milliards de mètres cubes d'eau. Mais je fais savoir, 60% de ces réserves sont en Algérie. Et tous les écoulements se font vers l'Algérie. Il n'y a pas d'écoulement souterrain dans l'Albien, si, entre l'Algérie et la Tunisie. L'écoulement se fait à l'intérieur de la nappe albienne. Je suis géologue et je sais ce que je dis. C'est pour ça qu'on y tient. Bon, mais oui, bien sûr, moi j'y tiens plus que vous, madame. C'est pour ça que quand je dis que je suis pour, c'est comme si je voulais, moi, transformer cette eau en gaz, en quelque sorte. Pas du tout. Pas du tout. J'avais fait même à un certain moment un calcul et j'ai dit, aujourd'hui, on fait de la fracturation parce que c'est la seule. Et encore, on n'est pas loin, on n'est pas prêt d'exploiter encore une fois ces gaz de schiste. C'est 2030, c'est pas avant. Donnez-moi une minute, je vais expliquer quand même ce qu'a dit la loi. La loi n'a pas autorisé aujourd'hui l'exploitation du gaz de schiste. Il y a eu le miracle aux États-Unis. Ils ont commencé à produire. Aujourd'hui, 50% de la production gazière des États-Unis, c'est non conventionnel. Il y a eu un véritable miracle. Ils ont arrêté les importations et ils pensent exporter à partir de l'année prochaine ou de l'année d'après. Bien. Beaucoup de sociétés pétrolières ici, ils ont dit, écoutez, ouais, mais nous, on a dans nos concessions, enfin dans les permis, la possibilité d'avoir ou de produire du non conventionnel, gaz ou huile. Il fallait que la loi prenne en charge. La loi, elle a défini tout simplement ce que sont les hydrocarbures non conventionnels, en premier. Et elle a défini les conditions d'exploitation. Et les conditions d'exploitation, madame, elles sont draconiennes. Dans la nouvelle loi, je parle de la nouvelle loi, c'est pas autorisé, c'est pas n'importe qui peut exploiter demain. Il y a des conditions pour la protection de l'environnement. Il y a même le Conseil des ministres. C'est le Conseil des ministres qui doit décider, même si une société, même si c'est Sonatrach, demain, dans 14 ans, elle va découvrir, elle va évoluer. Si elle veut commencer à exploiter les gaz de schiste, elle doit revenir au Conseil des ministres et prouver qu'elle protège l'environnement. Et quand je dis protéger l'environnement, c'est y compris l'eau. Alors, c'est une manière aussi de parler, mais M. Attar. juste un mot. Brièvement. La meilleure, ce qu'a dit
le professeur Chitour, oui, je suis d'accord, il faut une stratégie. Ce qu'a dit Khaled, il faut un modèle de consommation énergétique. Il faut effectivement faire appel aujourd'hui, pour une période de transition, à toutes sortes d'énergie. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, pourquoi pas le nucléaire, bien que personnellement, j'y crois pas beaucoup. D'ailleurs, je me demande pourquoi les gens ne sont pas contre le nucléaire et contre les gaz de schiste. Et vous êtes pour ou contre Pour. Le nucléaire Moi, j'y crois pas, tout simplement. Pour quelle raison? Écoutez, quand je pense que les Iraniens, ils ont commencé leur première en 74, je crois. 74. 74. Mais nous avons aujourd'hui, ils viennent à peu près de... après avoir... Alors, quand... bon, il y a eu des déclarations comme quoi on aura notre centrale nucléaire dans 10 ans, ou je sais pas. Et nous avons pourtant 2 petits réacteurs. Mais non, à quoi servent-ils? À quoi servent-ils? Pour l'expérience, pour la recherche, etc. Mais l'énergie électrique nucléaire, c'est peut-être dans 40 Professeur ans. Chitour, parlez-nous si vous voulez. Je vais parler de beaucoup de choses. D'abord, il faut que je rectifie de mon point de vue. Allez-y, rectifiez. Pour les États-Unis, en tout cas, actuellement, ils sont sur le déclin. C'est les dernières découvertes. Attends. Et puis après Attends. Non, ils ont bouleversé l'économie pétrolière. C'est-à-dire qu'à partir de 2020, à partir de 2020, les États-Unis vont importer d'abord du pétrole. Le pétrole de schiste, deuxièmement, la bulle. Quand tu vois le PDG de Total, Marjorie, que nous avons mangé notre chemise aux États-Unis. En clair, ils n'arriveront pas. Et un pays comme l'Algérie, tout ce que tu disais tout à l'heure, là-bas c'est 3,50 $. Ici, on ne pourra jamais le faire dans les conditions actuelles. Voilà. Pour revenir aux fondamentaux, c'est ça, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Je parlais d'états généraux. Vous avez parlé des énergies renouvelables. Vous savez qu'on donne l'illusion, encore une fois, aux Algériens qu'il n'y a pas à faire de petites économies. Nous avons 200 sources d'énergie géothermique. Aucun n'en parle. La France, quand elle est partie, elle a laissé des serres du côté de Hammam Skhoutin. On chauffait les serres pour produire des primeurs. Voilà, 200, c'est de l'énergie. On ne fait pas de petites économies. C'est les millions de dollars. On ne parle pas en milliers de dollars ou en dollars. C'est toute une mentalité qu'il faut changer. L'Algérie de 2030, c'est quoi? Nous allons être 50 millions d'habitants. Combien nous allons consommer? Est-ce que nous allons continuer à 1000 kWh par habitant et par an, comme maintenant? Est-ce que nous allons être à 2500? Est-ce que 60 milliards de mètres cubes vont nous suffire? À cette cadence-là, non. La meilleure preuve. Personne n'attendait le gazole. Actuellement, nous importons 1 200 000 tonnes de mazout. Vous savez à combien ils importent? $1 le litre. Et à combien on le vend? À 13 dinars. Vous imaginez un rapport de 12 milliards de dollars. Alors, oui, attendez, c'est très important. On explique que les halaba, on est inquiet, les halaba, les Marocains, etc. C'est ça le problème. Le coût de l'énergie actuelle, c'est un coût qui a été fixé il y a 25 ans. Quand le salaire minimum était 3 fois moins important que le salaire actuel. Donc, alors, faut-il avoir, comme le dit M. Attar, faut-il aller vers la transition énergétique, M. Chitour? On l'appelle de nos voeux, j'arrête pas de quelle manière aujourd'hui peut-on le faire? Il faut faire un état des lieux, sans complaisance. Voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous sommes, où nous voulons aller. Voilà l'objectif. Tenir compte de l'environnement. Les futures guerres, Abdelmajid, c'est des guerres de l'eau. Les futures guerres, c'est guerres de l'eau. Il faut protéger. Certainement. Chaque goutte d'eau devient importante. Alors si on exploite le gaz de schiste, on ne protège pas l'eau, M. Chitour. On a besoin d'énergie aussi. Attends, l'énergie, tu as fait perdre aux Algériens des réflexes. Quand moi je vois la télévision des Kabyles en altitude, ils disent qu'on n'a pas de bouteille de gaz. Ce n'est pas dans notre imaginaire. Avant, on savait faire, on savait protéger. Tous ces réflexes, on les a perdus. Il faut réhabiliter l'effort et dire que non, une stratégie énergétique, il n'y a pas de petites économies. Avant, vous vous souvenez, au Stade, on recueillait l'eau de pluie. Ouais. On ne le fait plus. On ne le fait plus. Il faut des maxi-barrages. Non, il ne faut pas de maxi-barrages. Des retenues collinaires. Ouais. Il faudrait pouvoir faire preuve d'imagination, fixer un cap 2030. Combien nous allons être? Qu'est-ce que nous avons?
Qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'immédiat? Et le meilleur gisement, c'est d'abord les économies d'énergie. Alors, pour revenir au gaz de schiste, M. Khaled Bourguiba, on va parler de la méthode de l'extraction, donc c'est celle de la fracturation hydraulique. Certaines personnes disent que nous sommes pour le gaz de schiste, sauf si on change de manière d'extraction. Est-ce qu'il y a une autre manière d'extraire qui soit moins polluante que celle-là? Non, justement, ça... M. Chitour a dit la manière de caresser la roche. Non, pour le moment... Aucune n'existe pour le moment. Pour le moment, c'est la seule technologie. Mais au niveau des labos, il y a oui, les labos, mais pas au niveau industriel. Moi, j'ai lu avant-hier, les Chinois sont en train de développer une nouvelle technologie. Ils sont en train d'exploiter le gaz de schiste, une nouvelle technologie qui ne fait pas appel à la fracturation hydraulique. Mais il serait, c'est-à-dire quand tu fais des expériences, tu as un pilote industriel, un pilote en laboratoire, ensuite pour le mettre en œuvre. Et pour le moment, la seule technologie éprouvée qui peut faire le gaz de schiste, c'est ça. Et s'il n'y a pas de progrès? Non, le progrès. Donc c'est un soutien conditionnel en cas de progrès. Là, chauffe. Non, chauffe. Oui, chauffe. Non, moi je dis. Vas-y. Pardon. C'est pas en cas de progrès. Il faut souhaiter le progrès. J'y crois au progrès. Mais s'il n'y a pas de progrès, mais s'il n'y a pas de progrès, moi je dirais demain, il y aura un choix. Il y aura un choix, il faudra arbitrer. On a besoin de gaz, oui ou non? Ou on a besoin de plus d'eau ou non? C'est des choix. Dans ce cas-là, même en absence de progrès, on exploite le gaz de schiste. Si demain, l'eau peut me faire vivre, je vais parler de moi, c'est comme si je parlais du pays aussi. Hein. Si l'Algérie pouvait vivre, subvenir à tous ses besoins, y compris énergétiques, avec cet bien que vous voulez protéger, avec cette eau que vous voulez protéger, je suis pour, il n'y a pas de problème. Mais je suis certain que non. Sacrifier l'eau pour le gaz, M. Attar? Non, pas sacrifier, il faudra arbitrer. À chaque fois qu'on pourra remplacer quelque chose qui est nuisible par quelque chose qui ne l'est pas, il faudra le faire. Monsieur Bourguiba, mais aujourd'hui, je ne vois pas de solution. Monsieur Bourguiba, brièvement. Mettons-nous autour de cette table, nous sommes en 2030. D'accord, nous sommes en 2030. Voilà. En 2030, les besoins de la consommation nationale en gaz vont se situer aux environs de 60 milliards de mètres cubes. Certains les portent jusqu'à 80 milliards, mais je ne pense pas. 60 milliards. Vous serez obligé, puisque c'est un pays unijambiste qui ne compte sur les énergies fossiles et qui va compter pour longtemps. Nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, des infrastructures d'exportation de 85 milliards de tonnes. Donc nous allons avoir 140 milliards, un besoin de 140 milliards en gaz. En 2030, on est en 2030. On a engagé un programme des énergies renouvelables. 40% du mix énergétique. C'est énorme. Les gens disent, on ne parle pas d'énergie renouvelable, mais je suis comme lui. Je suis sceptique. La mise en œuvre de ce programme pour faire 40%, le Kendiroa. Suppose on a 40%, comme le dit le secteur. Je suppose, bien que je n'y crois pas non plus, avec l'intégration nationale. Et je vois qu'il y a beaucoup de retards qui se font. Allez-y, brièvement. 30 secondes. Allez-y. Brièvement. Donc, je me dis, il y a 40% d'énergie renouvelable. Et j'ai découvert un peu de conventionnel. Je peux satisfaire mes besoins. Pourquoi? Ou j'aurais fait quelques économies d'énergie, ça dépend de nous. 15 ans, on peut réduire. كيفاش انت في دارك تحتاج un climatiseur, تروح تدير 5 et moi je suis obligé de te faire une centrale pour gaspiller. Je suis pas obligé, je t'assure ton confort, le confort qu'il te faut. Je n'ai pas à gaspiller. Comment jouer sur ça? C'est le prix. Quand je vais te toucher dans ta poche, tous les ترد بالك, mais tant que l'énergie est gratuite. Donc à ce moment-là, en 2030, je dis, le gaz de schiste, il y a une évolution technologique, c'est très bien. S'il y a une évolution technologique, j'ai du gaz, qui est l'énergie du 21e siècle, parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est l'énergie la plus propre, qui émet le moins d'émissions. Je vais exploiter ce gaz de schiste. Si je vois qu'il pollue toujours, je dis, mon ami, ou bien je réduis mes trucs d'exportation, je dis je n'exporte plus, et là je n'aurai plus de devises, d'accord? Parce que je ne pourrais pas jouer sur la consommation nationale, puisque j'ai habitué les gens à gaspiller. C'est des choix à faire à ce moment-là. Docteur Rahmani, des choix à faire? Des choix à faire, c'est tout de suite utiliser la rente pour sortir de la rente. Voilà le choix à faire. Nous avons eu 50 ans de gestion des hydrocarbures.
Le constat, il est fait. C'est pas la peine de s'étaler sur le constat. Aujourd'hui, non, mais oui, mais parce qu'on n'a rien préparé par ailleurs. Technologie, on n'a pas les deux. Parce qu'on n'a rien préparé pour se prémunir. Aujourd'hui, on est devant un état de fait et il va falloir réagir. Et c'est ça. Donc, il faut absolument se diversifier. Comment peut-on réagir selon vous, Dr Rahmani ? Comment peut-on réagir selon vous, Dr Rahmani ? Je pense que il y a des spécialistes qui sauront le dire mieux que moi, mais au moins diversifier notre économie. Mais quelles sont les priorités aujourd'hui ? Diversifier notre économie, aller sur une agriculture beaucoup plus sur l'agriculture, sur le tourisme, sur le développement de la petite et moyenne entreprise en Algérie. C'est quand même pas normal que ce qui fait l'économie du pays, c'est la petite et moyenne entreprise. En parlant d'autosuffisance, M. Bourkhlifa, vous avez déclaré l'année dernière que l'exploitation du gaz de schiste permettrait une autosuffisance et la promotion de l'exportation. Vous avez parlé aussi d'autosuffisance. Moi, j'ai dit ça. Dans un centre de presse l'année dernière sur l'exploitation du gaz de schiste. Moi, ma position sur le gaz de schiste n'a jamais varié. J'ai toujours dit il faut évaluer ce qu'on a et attendre que les choses s'améliorent pour qu'on puisse exploiter. Par contre vous, M. Chitour, vous avez cité une étude allemande qui mettait des doutes sur la rentabilité du gaz de schiste. Oui, mais enfin, il n'y a pas que les Allemands, parce que les prix évoluent. Moi, je mets en garde les collègues et les citoyens algériens contre les études faites par l'AIE. Généralement, elles se trompent une fois sur deux. Il y a quelques années de ça, en 2004, 2005, elle disait que le prix du pétrole en 2030, c'est $25. 3 ans après, on a atteint $145. Donc, une fois sur deux, elle se plante. Tout à l'heure, Bourkhlifa disait les Américains ont évalué. C'est eux qui nous disent nous avons 20 000 milliards. Oui. Comme ils nous ont dit il y a un an de ça. Non, ce sont des évaluations de Sonatrach. Les techniciens de Sonatrach qui disent qu'il y a 19 milliards et quelques poussières. Attends. Je suis désolé. L'AIE a pris les chiffres de Sonatrach. Oui, moi j'ai trouvé le département américain qui a donné des études qui ont été reprises par Sonatrach. C'est différent. 19 900 milliards. C'est 19 000 milliards. Je suis désolé. Sonatrach a plus de données quand même que l'AIE. Mais écoute, le problème n'est pas là. Une année a 17 000 milliards, l'année d'après, c'est 20 000 milliards. Bon, donc on ne sait pas exactement où nous en sommes. Mais le problème n'est pas là. Oui, le problème est important. Il faut tourner le dos. Si tu permets, je vais placer quelques phrases. Il faut tourner le dos à la rente. Le gros problème, c'est que nous vivons. Actuellement, nous allons sur 50 milliards de dollars cette année de dépenses, dont, tiens-toi bien, 9 milliards de dollars dans les véhicules. 8 milliards de dollars dans la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le gasoil. Oui. Et en 2002, on était à 12 milliards de dollars. On passe 4 fois plus d'un seul coup, alors que la population n'a augmenté que de 15%. Qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau de vie a explosé. Mais ce n'est pas un niveau de vie provenant d'un effort, d'une création de richesse. C'est une rente qu'on a distribuée, tout simplement. Il faut tourner le dos à la rente. Et c'est là qu'il faut habiliter je suis entièrement d'accord ce que j'appelle un modèle énergétique, une stratégie multidimensionnelle. Chaque département doit avoir sa responsabilité. Et dire, bon, voilà les énergies renouvelables dont tu parlais tout à l'heure. La France a laissé 500 mégawatts d'hydraulique. On ne les a plus. Ils ne fonctionnent pas. Actuellement, la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique algérien, 0,01%. Pratiquement rien. On souffre pour mettre en place 10 mégawatts à Adrar. Alors que les Marocains ont installé 240 mégawatts sur la façade atlantique. Parce qu'ils n'ont pas d'hydrocarbures. Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie 14%, 14%, 14%. En énergie renouvelable, 14%. En éolien, 14% en solaire. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le fait, excusez-moi, le fait de dire, nous avons 12 000 mégawatts, nous allons exporter des énergies renouvelables. Soyons réalistes. On va parler de ces énergies renouvelables, M. Chitour. Soyons réalistes. Je termine simplement en disant la chose suivante. Il y a un gros problème qui doit être pris en charge et qui n'est pas pris en charge. Les changements climatiques. On perd énormément d'argent
On n'est pas préparé pour cela. Quand on met en place une stratégie, tous ces trucs-là vont être, en quelque sorte, dans cette stratégie. Et dire, voilà comment nous voyons 2030, en prenant en charge toutes les perturbations à la fois nationales, mais l'environnement international. Monsieur Attar, on parle souvent du gaz de schiste et des gaz, mais on a l'impression, des experts le disent, qu'on ne parle pas assez, qu'on n'exploite pas assez l'énergie solaire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, le solaire est assez exploité? Oui, non, il n'est pas exploité. Pour quelle raison? Presque pas du tout. Et pourtant, il y a tout un cortège, il y a une loi sur les énergies renouvelables, notamment sur le solaire, sur les encouragements, sur l'aide à apporter, etc. Mais il n'y a pas les textes d'application. Quand on va sur le terrain, walou. Moi, je suis par exemple citoyen, je veux installer des panneaux solaires par exemple. Il y a intérêt à ce que l'État m'aide en quelque sorte pour encourager l'utilisation de ce type d'énergie qui est très propre effectivement. Et là, je suis pour aussi. Je ne suis pas contre le solaire, moi, ou le renouvelable. Attention, je dis je suis pour le schiste parce que je sais que dans 20 ans, dans 30 ans, on aura besoin encore de gaz et on ira. Quoi que l'on fasse. Je voudrais juste dire encore un mot. C'est un faux. Le débat sur les gaz de schiste, c'est vraiment un débat qui n'a pas lieu d'être. Qu'on discute de stratégie énergétique, comme l'a dit le professeur Chitour, oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses. Il y a un débat national. Mais le gaz de schiste fait aussi partie de la stratégie énergétique. Mais non, pas du tout, pas du tout. Il en fait partie. Mais c'est vraiment rien du tout. Wallahi al-azim, c'est un alibi qui a été pris par beaucoup pour en faire un ballon guedsrat. Qu'on discute de... Attendez, madame. Qu'on discute de modèle et ça, modèle de consommation énergétique, par exemple, comme l'a dit Khaled, oui, c'est très important. Il faut un débat national. On va conclure. C'est là que la société algérienne... On va conclure avec vous, Dr Rahmani. Et juste encore un mot. Quand vous parlez de pollution, etc., si je dois vous suivre et qu'il y a des éléments radioactifs ou des produits chimiques dans l'eau... 300 fois plus que la teneur normale. D'accord, il y a 600 fois. Chauffez. C'est-à-dire ça remonte à travers les puits. Chauffez, il y a à peu près 12 000 puits pétroliers en Algérie, qui produisent du gaz et du pétrole, et qui arrivent d'en bas, et qui utilisent les mêmes produits. Ils contiennent les mêmes produits. On doit conclure, monsieur. Pas les mêmes. Attar. Si, on utilise. Monsieur Attar, s'il vous plaît. C'est très bien pour nettoyer, Attar, pour acidifier, etc. Mais écoutez, on devrait arrêter la production d'hydrocarbures en Algérie aujourd'hui. Monsieur Attar, s'il vous plaît. Monsieur Attar, s'il vous plaît. Le dernier mot de un dernier mot. Un dernier mot, vraiment un dernier mot. Allez-y. Un dernier mot. Nous devons conclure. Stratégie. Sur la stratégie. Un débat national sur la politique énergétique en Algérie. Et bon, voilà. Dernier mot. Vous aurez le dernier mot finalement. Un avant-dernier mot, tout juste pour terminer. Nous faisons énormément de choses. Oui. Nous avons 2 millions de logements. Ne peut-on pas mettre des chauffe-eau solaires? Bien sûr. Demander aux Chinois de mettre chaque calorie épargnée. C'est une calorie disponible pour les générations futures. Merci à vous. Controverse, c'est terminé. Merci à nos invités, Abdelmajid Attar, ancien président, directeur général de Sonatrach, ancien ministre des Ressources en eau. Merci à vous, Khaled Boukhlifa, vous êtes expert en énergie, ancien directeur général au ministère. Merci à vous, docteur Sabrina Rahmani, vous êtes médecin, membre de la société civile. Et merci à vous, professeur Shamseddine Chitour, vous êtes chercheur, professeur émérite à l'École nationale polytechnique. Merci également à Sousan Sebien d'avoir préparé cette émission avec moi. On vous retrouve mercredi prochain. Merci.